Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur la sauvegarde des données numériques, première partie. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom allié Adapsia, et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Alors, je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées. Je serai votre hôte aujourd'hui, pendant que Julien, dont le nom de l'intervenant n'a pas été modifié, fera la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de conversation. Julien est suffisamment actif pour pouvoir répondre aux questions, et sinon je répondrai si c'est des questions techniques, tout comme par exemple Michel qui n'a toujours pas de son. Donc là, je répondrai par écrit dans quelques instants. Pour vous inscrire à nos visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis, comme le dit régulièrement Julien, si vous regardez en replay sur Facebook, un petit pouce bleu, sur YouTube, pardon, un petit pouce bleu, et puis abonnez-vous à notre chaîne. Julien, je te laisse prendre la main, et je vais essayer de Merci. régler le problème de son de Merci Michel. Pascal. Bonjour à vous qui êtes présents en direct sur Teams. Bonjour à vous qui nous regardez sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous avez un bouton en bas pour partager cette vidéo et faites-la connaître au plus grand nombre parce que ce sont vraiment des vidéos de très grande qualité, pas forcément celle-là que vous allez voir, mais également toutes les autres, vraiment des vidéos de grande qualité pour... Hop, non, j'ai dit là, je suis en webinaire, je ne peux pas répondre. Donc, n'hésitez pas à les partager à vos copains et vos copines. Alors, je prends le contrôle. Là, voilà. Et puis, vous qui êtes en direct avec nous, restez encore avec nous parce qu'à la fin, on va ouvrir les micros et les caméras et on va pouvoir papoter un petit peu ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce qu'on voit mon pointeur? On voit mon pointeur? Ouais. On est là, voilà. Aujourd'hui, on va parler de la sauvegarde de ces données. Alors, pas forcément de ces données numériques, mais de ces données. Mais à la fin, ce sera numérique. Donc, je suis Julien Napoli, je travaille à l'association Les Jardins Numériques, où on lutte contre la fracture numérique. Aujourd'hui, on va voir les 5 premiers points. Donc, on va faire un rappel de vocabulaire et de notions d'informatique. On va parler de la règle des 3, 2, 1. On va voir quoi sauvegarder. On va avoir en mémoire les critères et contraintes qui vont se présenter devant nous pour sauvegarder nos données. Et on va voir comment sauvegarder. Et dans la partie numéro 2, on va choisir un support adapté. Alors, on va en parler bien sûr des supports dans cette première partie, mais vous allez voir que tous les supports ne se valent pas et je vais vous aider à faire le tri et à faire le meilleur choix dans tous les supports et solutions qui s'offrent à nous pour sauvegarder nos données. Alors, notion et vocabulaire. La source, qu'est-ce que c'est que la source? C'est le document original, que ce soit un document physique, papier, ou un document que vous avez, un PDF, quoi que ce soit que vous avez d'original. Donc la source, c'est ça. Le support, c'est le média sur lequel on va copier la source. Transporter, c'est une notion très importante de transport. On va voir que transporter n'est pas sauvegarder. Donc transporter, ça va d'un ordinateur source. On copie les données sur un support, on transporte le support, on va chez quelqu'un d'autre, et on copie depuis le support vers un ordinateur cible. Et il y a des supports qui sont faits exprès pour ça, pour transporter des données, et vous allez voir qu'on les utilise parfois comme sauvegarde, et ce n'est pas forcément la meilleure solution. Sauvegarder, ça va de la source vers un support, ou plusieurs supports. Restaurer, c'est l'inverse. Restaurer, c'est quand on prend le support, le média, et on va le recopier vers la cible. Archiver, c'est une sauvegarde à sens unique en fait. C'est quand vous allez de la source, que vous la mettez sur un support, et on n'y revient quasiment jamais. On peut décider que ce sera limité dans le temps et que les données trop anciennes soient remplacées par de plus récentes. C'est ce qu'on appelle un concept de rotation. Donc l'archivage n'est pas de la sauvegarde. La sauvegarde, il y a une idée que
c'est sauvegardé dans un coin. Si jamais on perd notre source, eh bien, on peut toujours la restaurer. Si votre ordinateur crache et qu'il y avait tout dedans, vous pouvez restaurer vos données à partir d'une sauvegarde. Archiver, c'est quand on n'a pas besoin forcément d'aller y revenir tout le temps. C'est quand on a envie de retrouver un vieux fichier, un vieux papier, un vieux truc, on va dans les archives. Et vous allez voir qu'il y a des supports qui sont exprès pour l'archivage. Mais ça, on le verra dans la deuxième partie. Et la réplication, c'est une notion qui est importante. La réplication, en fait, c'est quand vous copiez une première fois votre source sur un support, et après, ce sont les supports qui vont se copier entre eux. Donc, vous copiez la source sur un support numéro 1, et puis après, à partir de ce support, ça va aller sur un autre support, et ça va aller encore sur un autre support, et ça va aller encore sur un autre support. En fait, la réplication, c'est une sauvegarde qui se fait pas, non pas de source vers support, mais de support vers plusieurs supports. Donc, c'est une copie qui est automatique, à l'identique et synchronisée d'une donnée sur un serveur vers un autre serveur. La réplication, ça se fait surtout sur les sauvegardes en ligne. Mais ça, on le verra aussi dans la partie numéro 2. Alors, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle aussi des équivalences en unités décimales et en unités binaires. Parce que ça, c'est source de mauvaise compréhension. Alors, je vais aller rapidement là-dessus, mais c'est quelque chose auquel on va être confronté. On a deux notions de poids de données en informatique. À l'époque, c'était ce qu'on appelait les données binaires. On parlait tous en unités binaires, c'est-à-dire qu'un kilooctet faisait 1024 octets, un mégaoctet faisait 1024 kilos, un gigaoctet faisait 1024 mégas, un téraoctet, alors à l'époque les téraoctets c'était la Lune, hein, mais un téraoctet, ça fait donc 1024 gigas, donc ça fait 1 48 576 mégas, ça fait 1 milliard 73 millions, tout ça, ça fait des chiffres imbitables. Et c'est pour ça qu'en 1998, alors en 1998, les disques durs, si vous aviez un disque dur de 300 mégas, c'était pas mal, hein, c'était la Rolls, hein. Mais à partir de 98 ou 99, il a commencé à y avoir des disques durs de 1 giga, 1 giga 2, 1 giga 7. Donc là, en fait, les chiffres commençaient à être tellement gros que ça devenait difficile à se souvenir. Donc, il y a le système d'unité internationale qui a dit, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme le système métrique? On va dire que 1 kilo, ça fait 1000 octets. 1 méga, ça fait 1000 kilos. 1 giga, ça fait 1000 mégas. On passe tout en système métrique. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Parce que comme ça, à l'époque, quand vous achetiez un disque de 100 mégas, c'était vraiment marqué 1024 mégaoctets. Et c'est surtout que avec la popularisation de ces supports, le fait que l'ordinateur entre de plus en plus dans les foyers des gens, les gens connaissent le système métrique, ils commencent à avoir du mal avec ces unités informatiques. Donc, à mon grand regret, il a été décidé que on va renommer les kilos, mégas, gigas avec un petit i pour dire qu'on parle d'unité binaire. Et maintenant, quand on parle d'un mégaoctet, eh ben, c'est 1000 kilos. Donc tout est passé en 1000. Et ça, c'est super important parce que sur tous les supports que vous allez acheter, si maintenant vous allez acheter un disque dur de 1 Tera, si vous achetez une clé USB de 32 gigas, on parle d'unité décimale. Donc, je vous ai fait la conversion. Si vous achetez une clé de 16 gigaoctets, eh ben, en fait, elle contient 14,9 gigaoctets en unité binaire. Et ça va avoir son importance. Parce que si vous avez si sur votre disque, vous avez un fichier qui fait 15,2 gigaoctets, votre ordinateur, lui, il parle en unité binaire. Vous allez vous dire, bah, c'est bon, j'ai une clé de 16 gigas, ça tient dessus. Et en fait, non. Et en fait, non. Donc, grosso modo, les unités décimales, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette.
Mais ce qu'il y a vraiment dedans, ce sont des unités binaires. Donc il y a une petite conversion à faire. Je vous ai mis le lien vers un site. Là, vous allez sur lehollandailevolant.net/to/tools. Ah, attends, j'ai pas le. Je vais vous le copier dans la description. J'ai oublié de le faire. Hop, copier. Je vais vous le coller là dans la discussion. Et puis pour vous qui nous regardez sur YouTube, je demanderai à Pascal de nous mettre ça dans la description. Donc je vous ai pris un exemple. Vous voyez, ce fichier, cette présentation PowerPoint actuelle, sur mon disque, quand vous faites bouton droit et vous faites propriété d'un fichier, eh ben, il va vous dire que ça fait 7,78 mégaoctets. Et donc l'ordinateur va vous faire la conversion en octets véritables, ça fait 8 millions et quelques d'octets, parce que votre ordinateur, il parle en unités binaires. Et ça va avoir son importance quand vous allez, trier vos données, quand vous allez avoir tout ça sur vos disques pour pouvoir choisir un support, pour savoir choisir un support qui a la bonne taille. Voilà. Donc on va pas rester des heures dessus, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Alors, moi, je vous recommande un logiciel qui s'appelle TreeSize Free. Je vais vous mettre aussi sur le. Je vous le mets dès maintenant, comme ça, c'est fait. On revient plus après dessus. Donc, TreeSize Free, c'est un logiciel qui va scanner votre disque dur et qui va vous donner la taille véritable de tous les dossiers et sous-dossiers. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à rapatrier toutes vos photos, toutes vos vidéos, tous vos documents, que vous allez commencer à faire des dossiers dans tous les sens, vous aimerez savoir quel dossier pèse combien pour savoir quoi sauvegarder, où ça. Alors, la règle des 3, 2, 1. C'est la règle fondamentale de la sauvegarde des données. Si vous étiez là dans la précédente réunion qui était sur la sécurité informatique, on en a brièvement parlé. Là, je vais revenir dessus parce que là, pour la sauvegarde des données, c'est la règle fondamentale. Vous devez avoir 3 copies à jour de vos données. Donc 3 copies à jour, ça veut dire que vous allez devoir régulièrement copier vos données fraîches sur 3 supports. Ça fait du boulot. Mais en plus de ça, pour complexifier un peu la chose, vous devez copier vos trois copies. Il faut qu'il y en ait au moins 2 qui soient de nature différente. Donc ça veut dire que vous allez copier. Alors je prends des mauvais exemples, hein, mais vous allez copier sur 2 disques durs externes, par exemple, et une autre partie en ligne. Vous allez copier sur un disque dur externe et sur deux DVD. Vous voyez, et si vous décidez d'avoir deux disques durs différents, si vous décidez de copier sur 2 disques durs externes, il faut qu'ils soient de marques différentes. Mais ça, on va y revenir la semaine prochaine sur les disques durs externes. Mais grosso modo, si vous trouvez une promotion dans un magasin parce qu'il y a, comment dire? Parce qu'il y a une promotion, ils vous font 2 disques durs de Toshiba pour le prix d'un. Prenez plutôt un disque Toshiba de 500 gigas et un disque dur Western Digital de 500 gigas. Le problème, c'est que si vous achetez 2 disques durs identiques de la même marque, il y a des chances qu'ils aient été fabriqués au même moment, dans la même usine. Et si jamais il y en a un qui a un défaut, il y a des chances que l'autre, son frère, ait également le même défaut et plante de la même manière. Ah oui, je voulais pas mettre cette image des dominos, je voulais mettre l'image des œufs dans un panier. En fait, c'est ça, ne mettez pas vos œufs dans le même panier et, prenez 2 paniers. C'est ça que je veux dire. Donc, vous vous retrouvez avec vos 3 copies, dont 2 copies sont au moins sur un support différent, et il va falloir en mettre une pas chez soi. Donc, l'idée de copier, vous copiez vos données sur des clés USB, sur des disques durs, sur des CD. Il faut qu'il y en ait au moins une partie qui soit stockée pas chez soi. Donc, ça peut être chez votre fils, chez votre mère, chez un ami, dans un coffre à la banque, qu'importe. L'idée, c'est que si jamais il y a un souci chez vous, la maison brûle,
l'immeuble s'effondre ou quoi que ce soit, vous avez au moins une copie qui est quelque part en sécurité. Je donne l'exemple d'un ami photographe qui a fait les choses bien. Donc, il avait toutes ses cartes mémoire dans lesquelles il conservait toutes ses photos. Et puis, il s'est dit, ouais, les cartes mémoire, je vais quand même les copier sur un disque dur. Donc, il a copié ça sur un autre disque dur. Et puis, il a fait, comme je l'avais dit, il a copié ça sur un deuxième disque dur de marques différentes. Donc là, c'était ceinture et bretelles. Il avait tout copié, il avait toutes ses données en triple. Voilà. Sauf qu'il a tout laissé dans la sacoche de son appareil photo. Il s'est fait cambrioler, il s'est fait tirer son appareil photo avec toute sa sacoche, avec toutes ses données, il n'avait plus rien. Voilà. Donc, c'est bien de copier vos données, mais il faut aussi qu'une partie soit pas chez vous. Alors, quoi sauvegarder? Qu'est-ce qu'on va sauvegarder? Alors, en premier lieu, on va sauvegarder ces données physiques. Et oui, on n'y pense pas. Mais si vous avez des négatifs ou des diapos, sachez qu'il existe des scanners à diapos ou négatifs, ça coûte environ 50 euros. Je ne sais pas si on voit mon point là, voilà, c'est ce truc-là. Ça coûte rien et quand vous avez des diapositives et des négatifs et que vous n'avez pas de tirage papier, ça peut être intéressant de les scanner avec cet appareil-là. Si vous avez des photos papier, des documents administratifs, il va falloir utiliser un scanner à plat. C'est ce truc-là. Ça, vous en avez forcément quelque part. Et puis si vous n'en avez pas, vous pouvez aller scanner. Pourquoi je peux pas enlever ça? Bon, je peux pas enlever ça. Donc, si vous avez des documents papier, des documents administratifs que vous n'avez que en format papier, vous pouvez prendre un scanner à plat. Alors, si vous avez une imprimante multifonction, elle dispose généralement d'un scanner à plat sur le dessus. Si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents papier, envisagez d'investir comment ça s'appelle? Dans une imprimante multifonction avec un chargeur. J'ai pas de photo là, mais c'est bien pratique. Vous enlevez les trombones, vous mettez votre liasse de documents sur le dessus, vous appuyez sur le bouton et ça va avaler les feuilles les unes après les autres et ça va les scanner et vous pouvez même scanner ça sur une clé USB. Si Ça vous avez ressemble des un peu cassettes, au gros photocopieur de dans le temps. oui, ça ressemble un peu aux gros photocopieurs, mais il y a maintenant des formats assez compacts. Si vous avez des cassettes audio, vous savez, à l'époque, c'était bien, on s'envoyait des cassettes audio par la poste, c'était pas mal. Ou des disques vinyles, il existe des platines spécialisées. Alors, ça ressemble à un baladeur, hein, ça coûte rien. Ça coûte vraiment que dalle. 20 ou 30 euros. Ça ressemble à un baladeur, donc un baladeur cassette, avec un câble USB. Vous appuyez sur play d'un côté, vous appuyez sur rec de l'autre côté, et ça vous permet de copier vos cassettes audio sur votre ordinateur. Un peu plus technique, oui, si vous avez des cassettes vidéo et que vous avez encore un magnétoscope qui fonctionne avec des têtes à peu près propres, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une carte d'acquisition. Ça coûte rien aussi, hein. À l'époque, ça valait une fortune, mais maintenant, vous branchez ça en USB sur votre ordinateur, vous reliez la Péritel à ces câbles-là, et vous laissez guider par le logiciel fourni par le fabricant, et vous appuyez sur Play sur le magnétoscope, vous appuyez sur Record de l'autre côté, et ça va vous permettre de numériser vos cassettes vidéo. Un peu plus technique, si vous avez des films en 8 mm ou en Super 8, vous pouvez, alors j'ai vu, je savais pas que ça se trouvait, mais sur Amazon, j'ai vu ça. Ça coûte un peu plus cher, ça coûte quoi? 100, 150 ou 200 euros. Ça s'appelle un télécinéma. Alors, le vrai télécinéma, ça coûte 1 million d'euros, c'est ce qu'ils utilisent dans l'industrie du film. Mais vous pouvez trouver ça pour vos films Super 8. Ça va vous permettre de numériser vos films vers un format numérique, vers une vidéo numérique. Si vous ne savez pas faire tout ça, sachez que les photographes professionnels proposent ces prestations et vous remettent ces documents sur CD, DVD ou clé USB. Donc vous pouvez aller voir votre photographe du coin de la rue, vous lui apportez vos VHS, vous lui apportez vos cassettes, vous lui apportez tous ces documents physiques en fait, analogiques presque, et vous lui demandez s'il ne peut pas vous numériser tout ça. En règle générale, certains le font.
Voyez avec eux combien ça coûte, mais ça peut valoir le coup si vous n'avez pas grand-chose ou si vous avez spécifiquement des choses compliquées à numériser, allez les voir et ils vont vous remettre des CD ou des clés USB. Maintenant, vos documents numériques, qu'est-ce que vous allez pouvoir sauvegarder? Bah, toutes vos photos et vidéos numériques qui traînent dans vos cartes mémoire, tous vos documents numériques et en fait, tout ce qui traîne dans vos cartes mémoire, vos disques durs externes, vos clés USB, disquettes, CD-ROM, tout ce qui traîne dans vos vieux téléphones, dans vos vieux ordinateurs et également dans vos pièces jointes par email. Donc ça fait quand même un paquet de choses à sauvegarder. Euh, Levez la main si vous avez beaucoup de documents physiques. Si vous aimeriez sauvegarder vos photos, vos vieilles vidéos, vos vieilles diapos. Vous avez un bouton quelque part pour lever la main. Et levez la main si vous avez dans vos tiroirs, vous prenez le premier tiroir sous votre commode, vous allez voir qu'il y a plein, vos tiroirs et vos sacs à main sont jonchés de cartes mémoire, de vieilles clés, de vieux trucs, de vieux CD à moitié rayés, sur lequel peut-être qu'il y a marqué un truc, peut-être qu'il n'y a rien marqué du tout. Donc, la tâche, la tâche s'annonce un peu complexe, mais je vais vous expliquer comment faire. Alors, on a quand même quelques critères et contraintes à respecter. On doit satisfaire les critères suivants. On doit satisfaire un critère de redondance. Est-ce que les données, c'est-à-dire que les données doivent être sauvegardées sur plusieurs supports à plusieurs endroits. On doit satisfaire la pérennité. C'est-à-dire que la pérennité du support dans le temps, c'est-à-dire ce sur quoi on va enregistrer les données, sera-t-il encore en bon état après plusieurs années? Ce qui n'est pas vraiment le cas des disquettes. Et la rétrocompatibilité du support dans le temps, c'est-à-dire est-ce qu'il existera encore des lecteurs opérationnels pour lire le support dans plusieurs années? Bouge pas. Tu réponds, je suis occupé. Attends. Désolé. Et on doit résoudre aussi des contraintes de place. Est-ce que j'ai assez de place dans mes placards pour stocker tous mes supports? On doit résoudre une contrainte d'espace. Combien de données est-ce que je peux stocker sur chaque support? Contrainte de prix, évidemment. Quel support m'offre le meilleur prix au gigaoctet? Et des contraintes de disponibilité. Combien de temps me faut-il pour accéder à mes données? Parce que c'est bien gentil de sauvegarder sur des supports, mais s'il est à la cave dans une boîte, je ne sais plus c'est laquelle, combien de temps est-ce qu'il me faut pour accéder à mes données? Donc on a tous ces critères. On a tous ces critères-là qu'il va falloir satisfaire. Vous allez voir que les supports n'offrent pas tous les mêmes contraintes. Alors comment sauvegarder? Alors ça, c'est vraiment en 2 mots, comment sauvegarder? Comment on va procéder? Alors on va brancher la source sur un ordinateur, pour peu qu'on ait le lecteur. Donc si vous avez retrouvé une boîte avec plein de disquettes, il va falloir retrouver le lecteur de disquettes, ou un ordinateur d'époque qui fonctionne encore et qui dispose d'un lecteur de disquette. Si vous n'avez pas le lecteur, sachez que vous pouvez trouver absolument tous les lecteurs maintenant, vous pouvez les retrouver. Mais si ce sont des vieux supports comme des vieilles bandes magnétiques ou des vieux SideQuest, je ne sais pas si ça évoque des choses, les lecteurs SideQuest ou les lecteurs Zip ou les lecteurs trucs, bah, il faut retrouver le lecteur, et puis il faut s'assurer qu'il fonctionne encore et qu'il soit encore compatible avec notre ordinateur. Ensuite, on copie la source vers l'ordinateur. On sauvegarde sur un premier support, on sauvegarde sur un deuxième support, ou troisième ou quatrième, et ensuite on peut éventuellement effacer la source. Et ensuite on va déposer un des supports dans un lieu différent, en dehors de chez soi. C'est simple. Bah, y a plus qu'à. Voilà, terminé. Merci, à la prochaine. Non, je rigole. C'est tout simple, mais dans l'ordre, c'est ça. Vous retrouvez le lecteur, vous branchez
vous branchez sur l'ordinateur, vous copiez dans un ordinateur, parce qu'il va falloir tout centraliser au départ. Parce que vous avez plein de cartes mémoire, plein de clés USB, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, il va falloir tout centraliser. Donc il y a un boulot déjà d'archiviste à faire, d'archéologie même, sur les disquettes à faire, euh, pour retrouver et savoir qu'est-ce qu'il y avait sur cette disquette, qu'est-ce qu'il y avait sur cette clé USB, qu'est-ce que c'est que cette carte mémoire, mince, ah non, c'est mon vieil appareil photo, tout ça. Alors la préparation, première chose à faire, c'est rassembler, trier et classer vos documents papier. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. Donc, vous allez, comment dire, vous allez mobiliser la table du salon et la table basse et la table de la salle à manger. Vous allez sortir les rallonges de la table à manger. Ok. Vous dites, chérie, ce soir, on dîne sur le canapé. Mais là, vous prenez tous vos papiers, tous vos documents, vous mettez tout à plat, tout là-dessus. C'est le moment déjà de trier vos documents papier. C'est le moment de trier vos factures, de trier vos fiches de paye. Alors, je pense que chez Movadom, on doit avoir déjà des vidéos qui expliquent comment trier ces documents papier. C'est le moment de le faire. Donc, Pascal, je te laisserai le soin de mettre dans la description les liens vers les autres vidéos qui seront utiles pour classer ces documents administratifs avant de les scanner. Parce que oui, de toute façon, oui, en vrai, après, on peut scanner tous les papiers les uns après les autres et après les trier dans l'ordinateur. Mais vu qu'on les a en papier, c'est le moment de le faire. C'est le moment de jeter les papiers inutiles pour pas scanner inutilement des choses qui ne servent plus à rien. Rassembler, identifier, trier tous les supports magnétiques, optiques et numériques. Donc si vous avez plein de clés USB, vous ne savez pas ce que c'est, il n'y a rien marqué dessus, vous allez prendre un stylo indélébile, j'insiste bien sur un stylo indélébile ou une étiquette, et vous allez marquer dessus un numéro. Même si ce n'est pas la même marque, si vous avez 3 clés de chez Verbatim, 2 clés de chez je ne sais pas quoi, mettez des numéros dessus, identifiez-les. D'accord. Toutes les disquettes, qui est quelque chose ou pas dessus, de toute façon, on ne sait pas encore ce qu'il y a dessus. Les disquettes, pareil, vous écrivez dessus un numéro. Les clés USB, vous marquez un numéro. Les cartes mémoire, pareil, vous identifiez tout ça. Les CD, qui est marqué quelque chose dessus ou pas, vous écrivez un numéro dessus. Une fois que tout est bien identifié, alors oui, faut vous rassembler ou se procurer les lecteurs, des supports. C'est-à-dire que si vous avez, des vieilles cartes ou des vieux trucs, assurez-vous d'avoir le lecteur qui va avec. Vérifiez le fonctionnement du scanner. Ça peut paraître bête, mais faites des tests d'abord. Faites des tests que vous savez bien utiliser le scanner. Faites un test que vous savez bien utiliser le lecteur en question. Choisir un ordinateur pour centraliser les opérations et s'assurer qu'il dispose de suffisamment d'espace disque. Parce qu'on va en scanner des données, hein, on va en scanner des choses, ça va peser un âne mort tout ça. Surtout que vous allez certainement copier un CD, et puis vous allez copier un autre CD, c'était le même en fait, donc vous allez avoir des doublons, des triplons, ça va prendre une place folle. Donc choisissez un ordinateur et assurez-vous qu'il dispose de suffisamment d'espace disque. La première copie, comment est-ce qu'elle va se passer? Elle va vous copier toutes les données de vos supports dans l'ordinateur dédié. Et vous n'effacez pas les supports. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez copié votre carte mémoire dans l'ordinateur, la carte mémoire, vous la rangez de côté, mais vous ne l'effacez pas tout de suite. Pourquoi? On est dans la sauvegarde des données. Si jamais vous croyez que une fois que c'est copié dans l'ordinateur, ça y est, c'est en sécurité, non. Si votre ordinateur plante et que vous avez effacé votre carte mémoire parce que c'est bon, vous n'en aurez plus besoin, vous avez tout effacé. Dommage. Donc vous n'effacez pas vos sources. Pas maintenant. Je dirais jamais. Si vous n'avez pas l'intention de réutiliser ces sources, ne les effacez pas.
Et ensuite, une fois que vous avez tout copié dans l'ordinateur, rangez précieusement les supports et les originaux. C'est le moment aussi de les classer, de les mettre dans des boîtes. Alors, vous pouvez prendre des Tupperware, hein, ça marche très bien. Vous pouvez prendre des Tupperware, des petits Tupperware, pour mettre, vous mettez vos clés USB, vous mettez une étiquette dedans avec marqué clé USB, éventuellement une date. Prenez un autre Tupperware, un plus petit, pour mettre toutes vos cartes mémoire. Vous marquez dessus carte mémoire et vous rangez ça tranquillement à un endroit. L'idée, c'est pareil, là, c'est l'accessibilité. Il faut que vous puissiez accéder à vos données rapidement dans le temps et facilement. Et une fois que vous avez tout copié dans l'ordinateur, ça va être le moment de classer et de trier vos documents dans des dossiers. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous allez d'abord créer dans le dossier, dans votre ordinateur, un dossier qui va s'appeler euh, clé USB numéro 1 ou clé USB verbatim numéro 1, clé USB Memorex numéro 1, carte mémoire SanDisk numéro 1, carte mémoire SanDisk numéro 2. Voilà, vous allez faire des dossiers qui s'appellent du nom du support. OK? Support X, support Y. Comme ça, vous avez une équivalence entre ce qu'il y a sur votre disque dur et dans les supports. Vous copiez tout sans vous poser de questions. Vous allez ainsi avoir plein de dossiers qui correspondent à vos supports, mais maintenant, c'est dans l'ordinateur. Et après, vous allez créer un dossier qui s'appelle vidéo. Vous allez créer un dossier qui s'appelle photo. Vous allez peut-être même créer un dossier qui s'appelle photo de nos vacances à Biarritz ou photo de 2002. Vous allez créer un dossier vidéo de l'année je ne sais plus quand. Ça, c'est pas à moi de vous dire quoi. Mais vous allez créer des dossiers, autant de dossiers que nécessaire, par thème. Si ce sont des documents administratifs, vous allez créer un dossier qui s'appelle document banque de 2002, document banque 2003. Et puis dans les documents banque 2003, vous allez mettre les relevés de compte, vous allez mettre ceci, cela. Ça, je pense que vous le verrez dans les autres vidéos de Movadom, trier ses papiers. On doit aussi avoir trié ses documents administratifs ou ce genre de choses. Eh ben, cette même rigueur que vous allez appliquer pour vos documents papier, vous allez l'appliquer pour vos documents numériques ou fraîchement numérisés. Et une fois que c'est fait, alors surtout, c'est là où il faut de la place, enfin il faut de la place, vous n'effacez pas ces dossiers-là. Vous voyez? Donc vous copiez les dossiers, je crois qu'on ne verra pas mes petits dessins sur YouTube, mais les dossiers qui s'appellent clé USB 1, clé USB 2, vous les gardez, vous les conservez et vous allez copier certains contenus de ces dossiers sources vers les dossiers de destination. Mais surtout, vous les conservez parce que si jamais vous faites une erreur et que vous supprimez le dossier vidéo vacances à Biarritz 2014, bah vous pourrez toujours aller le retrouver dans votre dossier qui s'appelait clé USB 32. Donc une fois que vous avez... j'en suis où? Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez éventuellement aussi renommer les fichiers si nécessaire, hein. Ah oui, parce que toutes les photos s'appellent toutes DSC 0012, DSC D0013. Pour peu que ça ait été pris avec des appareils photo différents, la numérotation peut être la même. Donc ce serait dommage que des photos soient écrasées par une photo ou un document qui soit écrasé par un document qui a le même nom mais qui a été pris avec un autre appareil photo. Donc, renommer les fichiers si nécessaire. Alors, il existe des utilitaires, je ne sais pas si TreeSizeFree le fait, mais il existe des utilitaires pour renommer d'un seul coup un paquet de fichiers. Ça, il faudra que je voie. Mais pensez à renommer vos fichiers si nécessaire. Une fois que c'est fait, une fois que ça y est, votre ordinateur est gavé de toutes vos archives, de tous vos fichiers bien rangés et bien identifiés, ça va être le moment de sauvegarder. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser TreeSizeFree pour mesurer le poids total des données. C'est à ce moment-là qu'on va voir le poids total au format binaire. Donc, votre ordinateur, il va vous dire, j'ai
477 gigaoctets. Mais gigaoctets, quand on prend le kilooctet, à 1024 octets. Donc là, il va falloir que vous décidiez sur quel support vous allez le sauvegarder. Si au total, vous avez 32 gigas, 32 gigas, c'est pratique parce que 32 gigas, on peut sauvegarder ça sur une clé USB, on peut sauvegarder ça largement sur un disque dur externe. Par contre, sur des CD ou DVD, il va falloir faire des choix. Donc, vous allez pouvoir découper vos petits morceaux, toutes vos archives, dire, bon, alors toutes les vidéos, ça pèse un âne mort, ça va aller sur tel truc, ou alors je vais le découper en plusieurs morceaux, ça va aller sur support 1, support 2, support 3. Et puis, par contre, les documents administratifs, ça pèse rien. Ça, je vais pouvoir en mettre une partie dans le cloud, une partie là-dessus, une partie là-bas. Donc, une fois que vous avez le poids des données, parce que, alors vous allez voir qu'il y a des supports qui permettent de sauvegarder plusieurs téraoctets. C'est énorme. Mais ils coûtent peut-être un peu cher ou ils ne sont pas forcément adaptés à toutes les contraintes. Donc, vous mesurez le poids total. Vous préparez des lots de dossiers si tout ne tient pas sur un seul support. Et quand je dis un seul support, c'est un lot. C'est-à-dire que si vous avez un support, si vous avez besoin de 3 disques externes pour sauvegarder toutes vos vidéos, ces 3 disques durs externes, il va falloir eux-mêmes les re-sauvegarder après. Donc ça en fait 6. Donc alors peut-être que le disque dur externe, ça va être un peu cher pour ce que c'est, il va falloir trouver une autre solution. Et choisissez les supports adaptés. Et c'est là que vous allez passer au brainstorming. Sur quoi est-ce que je vais bien pouvoir copier mes données? Maintenant qu'elles sont dans l'ordinateur, là, c'est bien. Elles sont bien. Mes données, elles sont dans l'ordinateur. Et j'ai passé du temps à les trier. J'ai passé du temps à les identifier. Et je les ai encore sur mes cartes mémoire. Et d'ailleurs, cette disquette-là, cette clé-là, elle marchait pas très bien. J'ai eu des sueurs froides pour la copier. C'était la croix et la bannière. Maintenant, vers quoi je vais pouvoir sauvegarder? Ça va être l'objet de la partie 2. Choisir un support adapté. On va passer en revue toutes les solutions à notre disposition, de la moins intéressante à la plus satisfaisante. Et je vous en donne un aperçu, là. La première auquel vous n'auriez pas pensé, la photocopieuse. Eh oui, eh oui, vous pouvez sauvegarder vos factures en faisant des photocopies. On fait ça depuis la nuit des temps, hein. Alors, critère de redondance, oui, bah oui. Vous appuyez sur un bouton, vous demandez 3 copies, ça fait 3 copies d'un coup. En plus, il y a là, vous voyez, c'est ça comment ça s'appelle le manche Chargeur. ou le chargeur, merci. Le chargeur de documents, vous prenez votre liasse, vous faites des photocopies euh, en 3 exemplaires et vous avez vos liasses de 3 exemplaires, vous mettez dans 3 pochettes. Une pochette chez moi, une pochette dans ma chambre, une pochette à la banque et une pochette chez le voisin. Au niveau de la pérennité, c'est pas terrible. Parce qu'une photocopie, ça craint le feu, ça craint l'humidité, les rats et les insectes. Par contre, niveau rétrocompatibilité, ça c'est top. Ça, une photocopie, vous la reprenez 20 ans après, elle n'a pas bougé. Et au niveau des contraintes de place, au niveau de la place, c'est bof, hein, et en plus, c'est lourd. Contrainte d'espace, bah, ça prend autant de place que les documents originaux. Donc, pensez au recto verso, éventuellement. Ou alors à mettre 4 pages par feuille, si c'est pas super important. Au niveau du prix, c'est beaucoup trop cher, bien évidemment. À moins d'avoir une machine comme ça chez soi qui coûte déjà un bras, ou peut-être d'utiliser celle de votre entreprise ou celle de l'entreprise de votre gendre, sait-on. Hop, tiens, Jean-Michel, tu peux prendre ça, c'est un paquet d'archives, c'est toutes mes factures, paf. Et donc le Jean-Michel, entre midi et deux, il va à la photocopieuse et il fait ça. Non, c'est pas terrible au niveau du prix.
Et au niveau de la disponibilité, c'est pas super parce que si vous avez besoin de la facture de votre porte blindée que vous avez faite il y a 10 ans, il va falloir retrouver dans quel classeur c'était, quelle couleur de classeur, est-ce que c'est à la cave, est-ce que c'est au grenier, tout ça, c'est pas évident pour le retrouver. Mais, c'est une solution qui ne nécessite pas de compétences informatiques particulières et qui vous permet d'abord qui vous permet déjà d'avoir une copie de vos documents papier. Voilà. C'est pas la panacée, il y a mieux, mais vous pouvez toujours faire ça. Et la suite, on la verra la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va parler, je vous le donne en mille et mille, on va parler des disquettes, on va parler des clés USB, le pour, le contre, on va parler des cartes mémoire, le pour, le contre, les CD et DVD, le pour, le contre, les, les disques durs externes, c'est pas mal, et d'autres choses auxquelles vous ne pensez pas. Et sur la fin, je vous parlerai de ce qui est pour moi ma solution idéale, que peut-être personne ne connaît, mais que j'ai à la maison, qui est une solution qui a tous les avantages qui a tous les avantages et quasiment aucun inconvénient, à part le prix, et encore, et encore, quasiment aucun inconvénient euh, de tous les supports qu'on a évoqués. Ce sera une solution qui vous permet d'avoir toutes vos données de manière sécurisée chez vous, qui ne craint pas, qui est quasiment immortel et qui permet de faire bien plus que vous n'imaginez et qui rassemble également des fonctionnalités que vous pouvez trouver dans des prestataires cloud. Oui, on va parler du cloud aussi. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, c'est quand si, c'est la semaine prochaine. c'est la semaine jeudi, prochaine. c'est le 29. Partie numéro 2. Vous qui êtes sur YouTube et qui regardez cette vidéo, on est quand On est le 22 avril. Si c'est pas encore le 26 ou le 28, on mettra le lien dans la description pour vous inscrire à la partie numéro 2. Et on va faire un joli passage en revue. Et on va déconstruire certaines idées reçues. Voilà. Alors là, si tous les participants sont pas là la semaine prochaine, avec le teaser que tu as fait, Non mais imagine que on va parler, parce que les disques durs externes c'est bien, mais il y a un petit souci. Les clés USB, on pense que c'est bien, mais il y a un danger. Les cartes mémoire, on n'imagine pas le potentiel que ça a, mais il y a un tout petit truc un petit peu gênant, même très gênant. Les CD, DVD, c'était bien à une époque, mais maintenant, il y a peut-être mieux, hein, quoi qu'on peut encore le faire. Les disquettes, je reviens toujours à la disquette parce que tout le monde a connu la disquette, mais la disquette, est-ce que... Tiens, on va faire un truc. Levez la main, pas maintenant, attendez la fin de la question. Levez la main ceux qui ont copié un truc très 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 important sur une disquette et en fait la disquette quand vous vouliez la lire, ben, la disquette elle marchait pas. Donc levez la main si vous avez perdu des fichiers importants qui étaient sur une disquette. Ou même si vous avez perdu la disquette. Alors vous avez peut-être pas la possibilité de lever la main. Si quand même, ouais. Si, on a. Voilà. Ouais. Mais on peut parler aussi des clés USB. Une clé USB, ça se perd facilement. Et une carte mémoire, ça résiste mal à la machine à laver. Puis la clé USB, elle peut ne plus marcher du jour au lendemain. Exactement, une clé USB, c'est pas pérenne. Voilà. Donc imaginez, à la fin de la présentation numéro 2, imaginez une solution qui vous permette d'avoir vos données sous la main, de manière quasiment immortelle, avec une accessibilité immédiate, qui vous permet en plus de partager des données. Parce que là, si vous voulez partager vos données, ben, il faut que vous fassiez une copie. Donc faire une copie d'un disque, faire une copie d'un disque dur externe, une clé USB, c'est pas évident. Vous allez voir qu'on utilise beaucoup de ces médias qui sont dédiés au transport comme sauvegarde, et c'est pas forcément une bonne idée. Et le cloud aussi, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi certains inconvénients.
auxquelles on ne pense pas forcément. Et ben, à la fin de la vidéo, à la fin de la partie numéro 2, je vous présentais ce qui est pour moi ma solution idéale qui offre le meilleur rapport qualité-prix et sérénité prix au final. Bon, à part les gravés sur des tablettes en pierre, je vois pas ce que ça peut être, moi. Ah, ah, Tu m'avais piégé là. je ne le Merci dirai pas. Julien. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien bleu qui est ici, ou alors je vous ai mis le lien dans la barre de conversation. Ce questionnaire de satisfaction nous permet, nous, de faire un retour, de faire un retour à nos financeurs. Je lisais une petite question, je ne pourrais pas être présent pour la partie 2. Pourrais-je avoir les solutions que vous proposez, SVP? Merci. Non, vous l'aurez le Non, 29. Non, top vous secret. attendrez le replay du 29. Tout à fait. Donc sur ce questionnaire de satisfaction, vous avez également un champ libre. Vous pouvez marquer ce que vous désireriez que nous abordions comme thème dans nos prochaines visioconférences. Si vous avez des remarques, si vous trouvez que Julien tease un peu trop, fait jouer un peu trop le suspense sur les prochaines visioconférences, vous avez le droit de le mettre. Et puis pour toute question, vous avez le mail de Gwendoline. J'ai pas repris le contrôle sur la présentation. Voilà, hop. Donc, les autres projets de Gwendoline, c'est sur la chaîne YouTube. C'est là que vous pourrez voir le replay du 29. À partir du 29, le soir, elle sera disponible sur YouTube, sur la chaîne de Gwendoline Cotrez. Et puis, pour vous inscrire à nos visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. N'hésitez pas à partager tous ces liens. Et vous pouvez également découvrir le livre audio et le podcast de Gwendoline et de Isabelle Palassin sur les déménagements des seniors sur le site de movadom.com. On se retrouve donc, ça me met le 26. Donc là, il y a un petit souci. C'est pas ça les visioconférences, c'est pas le 26, c'est le 29. Le 26, c'est une autre thématique. Ah, parce que moi aussi j'ai le 26 sur. Ah, le 26? Ah bah c'est le 26, alors c'est moi qui me suis trompé. J'avais vu le 29, moi. Donc c'est mardi. Mardi, vous pourrez voir ce replay. Pour vous inscrire, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et encore merci à la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA pour le financement de cette visioconférence. Si vous avez des questions, un petit mail à contact@movadom.com. Et puis, on va ouvrir les micros dans quelques instants. Merci beaucoup, Julien, pour cette Rien, présentation. je viens de coller le lien d'inscription vers la partie numéro 2 dans la discussion. Donc vous n'avez plus aucune Parfait. excuse. Merci à tous, on se retrouve dans quelques instants.